La salle de réunion du conseil d'administration du Lakewood Country Club était dans un silence absolu lorsque la porte s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, s'attendant à voir un cadre en costume impeccable. Mais celui qui entra fut un garçon noir de 16 ans, portant un jean usé et un simple t-shirt blanc. Le garçon portait un dossier en cuir marron sous le bras. Ses baskets usées grinçaient contre le sol en marbre italien, tandis qu'il avançait à pas assurés vers la table ovale où 10 hommes en costume l'observaient avec des expressions allant de la confusion à l'irritation. « Désolé pour le retard », dit le garçon, sa voix calme contrastant avec la tension ambiante. Le bus est tombé en panne sur la rue principale. Un homme aux cheveux gris et au visage rouge laissa tomber le stylo qu'il tenait. Victor Ashford était le membre le plus influent du conseil, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe et connu pour son tempérament explosif. Il regarda le garçon comme s'il voyait une tache sur ses vêtements coûteux. Qui diable a laissé ce gamin entrer ici? Victor se leva de sa chaise, frappant des mains sur la table. Sécurité. Que quelqu'un appelle la sécurité immédiatement. Le garçon ne recula pas. Il posa le dossier sur la table et l'ouvrit, sortant une série de documents soigneusement organisés dans des pochettes plastiques transparentes. « Je m'appelle Daniel Carter », dit-il, sa voix gardant un ton respectueux mais ferme. « Et j'ai été convoqué à cette réunion. Je suis ici pour représenter les intérêts de la famille Carter, actionnaire majoritaire de ce club. » La salle éclata de rire. Des éclats de rire forts et moqueurs résonnèrent contre les murs en bois noble. Un homme mince aux lunettes fines s'essuya les larmes de rire. Un autre tapa à plusieurs reprises sur la table, incapable de contenir son hilarité. Victor Ashford fut celui qui rit le plus fort. Il se pencha en avant, tenant son ventre, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle de sa vie. « Actionnaire majoritaire » haletait Victor entre les rires. « Garçon, tu n'as même pas l'âge de conduire et tu veux nous faire croire que tu es propriétaire de cet endroit? Ce club existe depuis plus de 60 ans. Ma famille en est membre fondateur. » Daniel resta immobile, attendant que les rires diminuent. Il connaissait ce type de réaction. Il avait grandi en affrontant des regards incrédules, des commentaires malveillants déguisés en plaisanterie, des portes fermées au visage. Sa grand-mère disait toujours que la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. « J'ai ici tous les documents qui prouvent mon identité. » Daniel posa une enveloppe scellée sur la table. « Certificat, registre de propriété, action transférée légalement à mon nom lorsque j'ai eu 16 ans, comme prévu dans le testament de mon grand-père. » Victor s'approcha du garçon, envahissant son espace personnel de manière délibérément intimidante. Il sentait le parfum cher et l'arrogance. « Tu sais ce que je pense, gamin ?» Victor pointa son doigt vers le visage de Daniel. « Je pense que tu es un escroc. Un petit criminel qui a pénétré ici en essayant de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu as probablement volé ces documents dans un bureau. » Les autres membres du conseil murmurèrent leur accord. L'un d'eux sortit son téléphone, probablement pour appeler la police. Daniel sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression neutre. Il avait été préparé pour cela. Sa grand-mère l'avait prévenu que ce ne serait pas facile. « Puis-je passer un appel ?» demanda Daniel calmement. « J'ai droit à cela, n'est-ce pas? Tu peux appeler qui tu veux, gamin. » Victor croisa les bras. « Mais ça ne changera rien. Bientôt la police sera là et tu iras où tu mérites d'être. » Daniel sortit un ancien téléphone de sa poche. Ce n'était pas un smartphone moderne, juste un appareil basique avec des touches physiques. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur et porta le téléphone à son oreille. L'appel tomba sur la messagerie vocale. « Mamie, c'est moi, » dit Daniel doucement, mais assez fort pour que tous entendent. « Je suis au club. Les choses sont compliquées. Mais ça va. Je peux gérer. Je t'aime. » Lorsqu'il raccrocha, Victor riait à nouveau. « Mamie? Sérieusement ?» Il imita la voix de Daniel de manière cruelle et exagérée. « Comme c'est touchant. » Le petit escroc qui appelle sa grand-mère avant d'être arrêté. 2 agents de sécurité entrèrent dans la salle. De grands hommes, bras croisés, qui regardèrent Daniel comme s'il était une menace dangereuse. L'un d'eux avait déjà des menottes en main. « Ce garçon a envahi notre réunion. » Victor gesticula de manière dramatique. « Il prétend être propriétaire du club et présente des documents manifestement falsifiés. Je veux qu'il soit immédiatement expulsé et que la police soit appelée. » Daniel ne résista pas lorsque les agents de sécurité s'approchèrent. Il regarda simplement Victor dans les yeux et dit quelque chose qui fit froncer les sourcils de l'homme d'affaires un instant. « Mon grand-père disait que la vérité a une manière étrange de se montrer quand on s'y attend le moins. Et que les hommes les plus bruyants sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. » « Ton grand-père » Victor fit un pas en avant. Et qui serait ce grand-père si sage? Avant que Daniel puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit de nouveau.
Un vieil homme entra, s'appuyant sur une canne en acajou. Il avait les cheveux complètement blancs, une barbe soignée et des yeux bleus perçants. Il portait un costume 3 pièces impeccable, malgré son âge avancé. L'homme s'arrêta à l'entrée, observant la scène attentivement. Son regard passa sur les membres du conseil, les agents de sécurité, et enfin sur Daniel. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas possible. » Victor se tourna vers le nouvel arrivant avec une expression irritée. « Harold, content que vous soyez arrivé. Nous étions justement en train de gérer cet intrus qui... » « Libérez immédiatement ce garçon, » interrompit Harold, sa voix portant une autorité qui fit reculer instinctivement les agents de sécurité. La salle tomba dans le silence. Harold marcha lentement vers Daniel, chaque pas mesuré et délibéré. Il s'arrêta à quelques centimètres du garçon et inclina la tête, étudiant son visage avec intensité. « Tu as ces yeux, » dit doucement Harold. « Exactement les mêmes yeux. Et cette façon de rester debout quand tout le monde est contre toi. James faisait exactement pareil. Vous avez connu mon grand-père ? Demanda Daniel, sa voix tremblante pour la première fois. Connu ? Harold laissa échapper un rire triste. James Carter a été mon meilleur ami pendant 40 ans. Nous avons fondé ce club ensemble en 1963, quand personne ne croyait qu'un homme noir et un homme blanc pourraient vraiment être associés. Victor devint pâle. Harold, vous ne pouvez pas être sérieux. Ce garçon est un... Ce garçon, interrompit Harold à nouveau, se tournant pour fixer Victor d'un regard froid, est Daniel Carter, le petit-fils de James Carter et l'héritier légitime de 35% de ce club. Et à en juger par vos têtes, j'imagine que vous essayez de faire quelque chose de très stupide en son absence. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. Continuons, car ce qui se passe ensuite va vous choquer encore plus. Harold se tourna complètement vers Victor, ses yeux bleus maintenant durs comme la pierre. Le silence dans la salle était si dense qu'on pouvait entendre la respiration nerveuse des membres du conseil. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce garçon a été traité comme un criminel ? Harold frappa sa canne contre le sol, produisant un son sec qui fit se recroqueviller tous les présents. Pourquoi ces documents n'ont-ils même pas été examinés ? Victor s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre contenance. Son front était couvert de sueur. Harold, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvions pas simplement croire qu'un gamin quelconque entre ici en affirmant être propriétaire de plus d'un tiers du club. C'est ridicule. Regardez-le. Il est arrivé en bus, vêtu de fripes. Et alors ? Harold fit un pas vers Victor. James portait les mêmes vêtements pendant des années. Il disait que la vraie richesse n'a pas besoin de publicité. Vous avez oublié qui a construit cet endroit ? Daniel resta immobile, observant la scène se dérouler. Une partie de lui voulait crier, libérer toute la colère et l'humiliation qu'il avait engloutie ces dernières minutes. Mais une autre partie, celle que sa grand-mère avait façonnée avec tant de soin, savait que le silence parle parfois plus fort. Un homme corpulent dans un coin de la salle se leva. Il s'appelait Thomas Bradford, entrepreneur dans l'immobilier et deuxième personne la plus influente du conseil après Victor. « Harold, je comprends votre émotion en voyant le petit-fils de votre ancien ami. » Parla Thomas lentement, choisissant chaque mot. « Mais nous devons rester pratiques. James Carter est décédé il y a 8 ans. Depuis, nous n'avons eu aucun contact avec sa famille. Aucune communication officielle. Et soudainement apparaît ce jeune homme, sans prévenir, sans avocat, sans rien qui justifie sa présence ici. J'ai envoyé 3 lettres recommandées. Parla enfin Daniel, sa voix tranchante comme une lame. Une il y a 6 mois, une autre il y a 3 mois et la dernière il y a 30 jours. Toutes adressées à ce conseil, informant de mon intention de prendre ma position d'héritier lorsque j'atteindrai 16 ans. Thomas et Victor échangèrent un regard rapide. Ce fut un moment bref, mais Daniel l'aperçut. Il y avait quelque chose là, une communication silencieuse confirmant ses soupçons. « Nous n'avons reçu aucune lettre, » répondit Victor. « Trop vite. Vous avez dû envoyer à la mauvaise adresse. » Je les ai envoyés à l'adresse officielle enregistrée auprès de la Chambre de commerce. Daniel ouvrit son dossier et en sortit 3 récépissés de livraison. J'ai ici les confirmations de réception. Toutes signées par une certaine Jennifer Morrison, secrétaire administrative du club. Le visage de Victor devint rouge. Il arracha les reçus des mains de Daniel et les examina avec des yeux furieux. Jennifer a été licenciée il y a 2 mois, dit-il, déchirant les papiers en deux. Pour incompétence. Clairement, elle n'a pas transmis vos lettres absurdes. Ce n'est pas de notre faute si vous avez fait confiance à une employée incompétente. Harold ramassa les morceaux déchirés du sol. Ses mains tremblaient,
non pas de vieillesse, mais de colère contenue. « Victor, vous venez de détruire des preuves légales, dit-il doucement. Devant témoins. Des preuves de quoi? Victor laissa échapper un rire forcé. Que ce gamin a envoyé quelques lettres. Cela ne prouve rien sur qui il est réellement. Daniel inspira profondément. Il avait promis à sa grand-mère de rester calme, quoi qu'il arrive. Elle avait passé les 8 dernières années à le préparer à ce moment, lui expliquant que des hommes comme Victor ne respectent la force que lorsqu'elle est accompagnée d'intelligence. Puis-je poser une question? Daniel regarda directement Victor. Pourquoi avoir convoqué une réunion d'urgence justement aujourd'hui? Quelle décision si urgente devait être prise? Personne ne répondit. Les membres du conseil détournèrent le regard. Seul Harold garda le contact visuel, et dans ses yeux Daniel vit la confirmation que ses soupçons étaient corrects. « Je vais répondre pour vous », continua Daniel. « Vous prévoyez de voter aujourd'hui pour la restructuration du capital du club. Une réorganisation qui aurait dilué les anciennes participations et consolidé le contrôle entre les mains de nouveaux investisseurs. Des investisseurs qui, par coïncidence, incluent des entreprises liées à des personnes dans cette salle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas Bradford toussa sèchement. Un homme plus jeune au fond de la salle commença à transpirer visiblement. « C'est une accusation ridicule, » dit Victor, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. « Toute réorganisation serait faite dans la plus stricte légalité et nécessiterait le vote favorable de tous les actionnaires possédant plus de 10%, compléta Daniel. Y compris la famille Carter, qui détient exactement 35%. Ce qui signifie que vous n'auriez jamais pu approuver cette réorganisation sans mon consentement. » Harold commença à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, mais celui de quelqu'un qui vient de voir une pièce se placer dans un puzzle complexe. « Voilà pourquoi vous n'avez jamais répondu aux lettres du garçon. » Harold pointa sa canne vers Victor. « Voilà pourquoi Jennifer a été commodément licenciée. Voilà pourquoi vous avez fixé cette réunion pour aujourd'hui, exactement le jour où Daniel atteindrait 16 ans et pourrait légalement assumer sa position. Vous espériez qu'il ne le saurait pas, qu'il ne viendrait pas. » Victor fit un pas en avant, toute prétention de civilité abandonnée. « Et si nous le savions » cracha-t-il. « Ce club est en faillite, Harold. Faillite. Les cotisations ne couvrent même pas la moitié des coûts. La structure est en ruine. Nous avons besoin de nouveau capital, d'investisseurs qui comprennent vraiment comment gérer une entreprise moderne. Alors pourquoi n'avez-vous pas contacté l'héritier légal ?» Harold frappa à nouveau sa canne. « Pourquoi n'avez-vous pas été transparent? Parce que c'est un enfant. » Victor gesticula violemment vers Daniel. Un gamin de 16 ans qui vit avec sa grand-mère dans un appartement loué. Que sait-il de la gestion d'un club de campagne? Que peut-il apporter à part hériter de quelque chose qu'il n'a pas construit? Daniel sentit les mots comme des coups. Chaque syllabe portait des décennies de préjugés, de portes fermées, d'opportunités refusées. Il pensa à son grand-père, James Carter, qui avait construit un empire à partir de rien, affrontant 100 fois plus de résistance que celle-ci. « Mon grand-père a fondé ce club avec l'argent qu'il avait gagné en construisant des maisons de ses propres mains, » dit Daniel, sa voix tremblante mais ferme. Il fut la première personne noire acceptée dans l'association des constructeurs de cette ville. Il prêtait de l'argent à des familles que aucune banque ne voulait aider. Et quand il est mort, il a laissé des instructions très claires sur la façon dont son héritage devait être protégé. Des instructions? Thomas se pencha en avant. Quelles instructions? Daniel ouvrit de nouveau son dossier. Cette fois, il en sortit un document épais, relié en cuir, avec le sceau d'un notaire gravé sur la couverture. Le testament complet de James Carter, posa-t-il sur la table, incluant toutes les clauses spécifiant exactement ce qui doit se passer si quelqu'un tente de manipuler les parts de la famille. Victor tenta de prendre le document, mais Harold fut plus rapide. Le vieil homme tint le testament avec des mains fermes et commença à le lire, tournant lentement les pages. Son visage passa par plusieurs expressions, de la surprise à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « James a toujours été brillant », murmura Harold. Il avait prévu exactement cela. Chaque mouvement, chaque trahison possible. « Qu'est-ce qui est écrit là-dedans » exigea Victor, sa voix montant d'une octave. Harold referma le document et regarda chaque membre du conseil, un par un. Il est écrit que toute tentative de diluer ou de transférer les actions de la famille Carter sans le consentement explicite de l'héritier activera une clause garantissant à la famille le droit d'acheter de force toutes les autres parts à leur valeur marchande. En d'autres termes, James a garanti que si quelqu'un essayait de voler sa part, sa famille pourrait acheter le club entier. L'impact de cette révélation fut comme une bombe explosant au ralenti. Les visages pâlirent. Les mains tremblèrent. Victor recula en titubant, cherchant appui sur la chaise.
Victor agrippa le bord de la table, ses jointures devenant blanches. L'arrogance confiante qu'il affichait quelques minutes plus tôt avait complètement disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait fortement à de la panique. « C'est impossible », murmura-t-il. « Aucun avocat n'accepterait une clause aussi absurde dans un contrat de société. C'est illégal. » Ce n'est pas illégal lorsque tous les associés originaux ont donné leur accord et signé. Harold tourna quelques pages du testament. Tout est là. Votre signature, Victor. De 1963. Vous avez accepté toutes les conditions lorsque votre père vous a inclus comme membre du conseil. Daniel observait Victor s'effondrer. Une partie de lui ressentait une sombre satisfaction, mais une autre partie, plus grande et plus mature, ne ressentait que de la tristesse. Tristesse de vivre dans un monde où la couleur de la peau d'une personne détermine encore si on la croit ou non. Thomas Bradford se leva brusquement, faisant tomber sa chaise dans le processus. « Nous devons reporter cette réunion », annonça-t-il, ajustant nerveusement sa cravate. Il y a clairement des questions juridiques complexes qui doivent être examinées par des avocats spécialisés. Nous ne pouvons pas prendre de décision hâtive. Quelle commodité, répondit Harold avec sarcasme. Quand vous pensiez pouvoir passer par-dessus le garçon, vous n'aviez pas besoin d'avocat. Maintenant que vous découvrez qu'il a des dents, vous voulez tout reporter. Daniel s'assit enfin sur l'une des chaises vides. Ses jambes tremblaient légèrement, conséquence de l'adrénaline accumulée. Il avait passé des mois à se préparer mentalement pour cette confrontation, mais rien ne pouvait vraiment le préparer à la cruauté occasionnelle à laquelle il avait été confronté. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, » dit Daniel calmement. « Je suis venu parce que c'est mon droit d'être ici. Mon grand-père a construit cet endroit en croyant que cela pourrait être un espace où tous seraient les bienvenus, quelle que soit leur couleur ou leur origine. Je suis venu parce que je veux comprendre ce qui est arrivé à cette vision. » Vision ? Victor laissa échapper un rire amer. Votre grand-père était un idéaliste. Le monde réel ne fonctionne pas avec des idéaux. Il fonctionne avec de l'argent, du pouvoir et des décisions pratiques. Et c'est exactement pour cela qu'il a mis cette clause dans le testament, répondit Daniel. Parce qu'il savait que des gens comme vous tenteraient un jour de déformer tout ce qu'il avait construit. Harold feuilleta à nouveau le testament, s'arrêtant sur une section spécifique. Ses yeux s'écarquillèrent. « Il y a plus » annonça-t-il. « Beaucoup plus. Que voulez-vous dire par plus » demanda l'un des membres les plus jeunes du conseil, la voix tremblante. James a établi un fonds fiduciaire, lut Harold à voix haute. Un fonds qui serait activé lorsque son héritier atteindrait 16 ans. La valeur initiale était de 5 millions de dollars en 1997, investis dans des actions technologiques et de l'immobilier. Avec les rendements accumulés au fil des ans. Harold fit une pause, calculant mentalement. Ce fonds doit valoir entre 40 et 50 millions de dollars aujourd'hui. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les yeux se tournèrent vers Daniel, qui resta assis calmement, comme si cette révélation n'était pas une surprise. « Vous saviez cela » demanda Victor, incrédule. « Ma grand-mère me l'a dit pour mon 15e anniversaire » répondit Daniel. « Elle m'a dit que j'avais 1 an pour décider quoi faire de cette responsabilité. 1 an pour mûrir et comprendre le poids que cela impliquait. » Thomas commença à rire, un son étouffé qui frôlait l'hystérie. « Alors pendant tout ce temps, pendant que nous planifions la restructuration du club, l'héritier que nous pensions pauvre est en réalité millionnaire ? Pas seulement millionnaire, corrigea Harold. Il a accès à un capital qui pourrait facilement sauver ce club de la faillite. Il pourrait investir dans la rénovation, la modernisation, dans tout ce que vous avez prétendu être nécessaire. » Victor se laissa tomber dans sa chaise, passant ses mains sur son visage. Lorsqu'il regarda à nouveau Daniel, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas du regret, mais du calcul. Daniel reconnut immédiatement cette expression. « Daniel, » commença Victor, sa voix soudain douce et conciliante. « Je crois que nous avons mal commencé. C'était un terrible malentendu. Vous devez comprendre notre position. Un jeune garçon entrant ici sans prévenir, il est naturel que nous ayons été méfiants. » Méfiants ? Daniel inclina la tête. « C'est ainsi que vous appelez le fait de m'accuser d'être un criminel ? Me menacer de prison ? Détruire mes documents ? C'était des circonstances exceptionnelles. » Thomas ajouta au discours de Victor, son expression désormais amicale. « Mais maintenant que tout est clair, nous pouvons recommencer. Vous avez clairement hérité de l'intelligence de votre grand-père. Ce serait un honneur de vous avoir au conseil. » Daniel observa les 2 hommes se contorsionner, tentant désespérément de réparer le mal qu'ils avaient causé. C'était fascinant de voir comment l'argent transformait tout. Quelques minutes plus tôt, il était un intrus, un escroc. Maintenant, soudainement, il était le bienvenu. « Puis-je poser une question »
Daniel regarda autour de la salle. Combien d'entre vous étaient réellement au courant du plan de restructuration? Combien savaient que mes lettres avaient été interceptées? Personne ne répondit, mais les regards mal à l'aise racontaient l'histoire. Ce n'était pas seulement Victor et Thomas. Il y avait d'autres personnes impliquées. Voyons voir. Victor se leva, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Le club est réellement en difficulté financière. Ce n'est pas un mensonge. Nous avons besoin d'un investissement urgent ou nous fermerons dans 6 mois. Si vous vous souciez vraiment de l'héritage de votre grand-père, vous devriez envisager d'utiliser votre fonds pour aider. Et laisseriez-vous continuer à tout gérer? Daniel croisa les bras. Après avoir tenté de me voler? Ce n'était pas un vol. Protesta Thomas. C'était une réorganisation nécessaire qui, par hasard, aurait exclu le seul héritier noir du club fondé par un homme noir, interrompit Harold, sa voix tranchante. Quelle coïncidence intéressante. Victor frappa du poing sur la table. Ne transformez pas cela en question raciale. Il s'agit d'affaires. C'est toujours une question d'affaires. Daniel se leva lentement. Jusqu'au moment où cela exclut commodément les personnes qui ne vous ressemblent pas. Alors ce n'est plus qu'une coïncidence. Il marcha jusqu'à la grande fenêtre donnant sur le parcours de golf impeccablement entretenu. Les collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue. Son grand-père avait marché dans ces mêmes jardins, avait planté certains de ces arbres de ses propres mains. Ma grand-mère m'a dit quelque chose d'intéressant quand j'ai expliqué que je voulais venir ici seul, dit Daniel sans se retourner. Elle a dit que je devais voir de mes propres yeux qui étaient ces gens, que je devais ressentir moi-même comment je serais traité avant de prendre une décision. Et qu'avez-vous décidé? Demanda Harold doucement. Daniel se retourna, et pour la première fois depuis son entrée dans cette salle, un sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de confirmer ses pires soupçons. J'ai décidé que mon grand-père avait raison, répondit-il. Cet endroit doit changer. Complètement. Il retourna à la table et ouvrit son dossier pour la dernière fois. Il en sortit une épaisse enveloppe, scellée à la cire rouge. Cela a été préparé il y a 3 semaines par le cabinet Harrison et Associés, posa Daniel sur la table. Ce sont les termes de ma proposition pour l'avenir de ce club. Victor tendit la main pour prendre l'enveloppe, mais Daniel fut plus rapide, posant sa main dessus. Avant de lire, il regarda chaque personne dans les yeux. Je veux que vous compreniez une chose. Mon grand-père n'a pas laissé ce fonds uniquement pour moi. Il l'a laissé avec des instructions spécifiques sur son utilisation. Et ces instructions incluent exactement quoi faire si jamais je découvrais que son héritage était trahi. Harold sourit, comprenant immédiatement. James a toujours eu 10 coups d'avance sur tout le monde. Daniel poussa l'enveloppe vers le centre de la table et retourna s'asseoir, redressant la posture que sa grand-mère lui avait toujours exigé de garder. Vous pouvez lire, dit-il simplement. Et ensuite, nous voterons. Victor brisa le seau de cire avec des mains tremblantes. Le silence dans la salle était si dense que le bruit du papier se dépliant résonna comme un tonnerre. Ses yeux parcoururent les premières lignes et son visage perdit toute couleur. Cela ne peut pas être en train de se passer, murmura-t-il en tournant rapidement la page. C'est une folie absolue. Thomas arracha le document des mains de Victor et commença à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les mots, son expression passa de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à une véritable terreur. Il ne peut pas faire ça, secoua Thomas le document en l'air. C'est juridiquement impossible. En réalité, parla calmement Daniel, c'est parfaitement légal. Les avocats ont passé des semaines à vérifier chaque virgule. Harold tendit la main et Thomas, à contre-cœur, lui remit le document. Le vieil homme ajusta ses lunettes et commença à lire à voix haute, pour que tout le monde dans la salle puisse entendre. Proposition de restructuration administrative et statutaire du Lakewood Country Club, Harold lut le titre. Présenté par Daniel James Carter, héritier légal de James Arthur Carter, en exercice de ses droits en tant qu'actionnaire majoritaire. Nous ne sommes pas des actionnaires, interrompit un des membres du conseil. Nous sommes des membres fondateurs. C'est différent. Techniquement, répondit Daniel, vous êtes les deux. Le club a été structuré comme société anonyme en 1963. Tous les membres fondateurs ont reçu des actions. Mon grand-père détenait la plus grande part individuelle. Harold continua à lire. Clause première. Audit complet et indépendant de toutes les transactions financières des 8 dernières années, à être mené par le cabinet comptable externe choisi par l'héritier Carter. Victor fit un pas en avant. Un audit? Sur quelle base? Vous nous accusez de quelque chose? Je n'accuse personne. Daniel garda un ton neutre. Je n'exerce que mon droit de comprendre comment le patrimoine de ma famille a été géré en mon absence. S'il n'y a rien de mal, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.
Thomas commença à transpirer visiblement. Il desserra sa cravate et s'assit lourdement. Clause 2e, poursuivit Harold, sa voix prenant un ton approbateur. Mise en place immédiate d'un programme de bourse pour les jeunes issus de communautés défavorisées, financé par 5% des revenus annuels du club. 5%? Explosa Victor. Nous sommes en faillite et vous voulez donner de l'argent? Je veux honorer la vision de mon grand-père, corrigea Daniel. Il a toujours cru que le privilège vient avec des responsabilités. Clause 3e. Harold sourit ouvertement maintenant. Révision complète des critères d'admission des nouveaux membres, en supprimant toutes les barrières discriminatoires implicites ou explicites basées sur la race, la religion ou l'origine socio-économique. La salle éclata en protestation. Plusieurs membres du conseil se levèrent simultanément, parlant par-dessus les autres. Cela va détruire la tradition du club. Nous avons le droit de choisir qui entre. C'est une attaque directe contre les valeurs que nous avons construites. Daniel laissa les cris s'élever. Il observa chaque visage crispé par la colère, chaque geste indigné, chaque mot chargé de préjugés à peine dissimulés. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Harold frappa sa canne 3 fois contre le sol, rétablissant un certain ordre. Il y a plus, annonça-t-il. Clause 4e. Destitution immédiate de tout membre du conseil administratif reconnu coupable de mauvaise foi, d'appropriation indue, de fraude ou de tentative de manipulation des parts sociales. Et voici la partie intéressante. Harold fit une pause dramatique, regardant directement Victor. Une enquête préliminaire a déjà été menée par le cabinet Harrison et associé au cours des 3 dernières semaines. Les conclusions incluent des transferts non autorisés de fonds du club vers des comptes personnels, des contrats surfacturés avec des sociétés fictives et l'appropriation de dons destinés à l'entretien des installations. Le silence qui suivit fut absolu. Victor resta complètement immobile, comme s'il avait été transformé en pierre. « C'est un mensonge », murmura-t-il enfin. « Un mensonge absurde. » Daniel ouvrit son dossier une fois de plus. Cette fois, il en sortit une clé USB rouge. « Voici toute la documentation », posa-t-il la clé USB sur la table. « Relevé bancaire, factures falsifiées, emails échangés entre vous et les propriétaires des sociétés fictives, registre de paiement jamais reporté au conseil. Tout. » Thomas repoussa sa chaise loin de Victor, comme si la proximité physique pouvait le contaminer. « Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai, » supplia Thomas. « Dis-moi que tu n'as pas volé le club. »« Je n'ai pas volé, » hurla Victor. « J'ai sauvé cet endroit. J'ai fait ce qu'il fallait pour garder les portes ouvertes. Vous ne comprenez pas la pression, les décisions impossibles. Vous avez détourné plus de 2 millions de dollars, dit Daniel, sa voix froide. Pendant 8 ans. Commencé 6 mois après la mort de mon grand-père. » Harold ferma les yeux, secouant lentement la tête. « James s'est toujours méfié de toi, Victor. Il m'a dit un jour que tu avais les yeux de quelqu'un qui calcule toujours combien il peut prendre sans être remarqué. » Victor pointa un doigt accusateur vers Daniel. « Tu n'es qu'un enfant arrogant. Tu penses pouvoir venir ici et détruire des réputations construites sur des décennies? Tu crois que quelqu'un va te croire? Vous n'avez pas besoin de me croire, » répondit Daniel calmement. « Il suffit de regarder les documents. Les chiffres ne mentent pas. » Un des membres plus jeunes du conseil, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin. « Si c'est vrai, nous devons appeler la police. » Immédiatement. « Non. » Victor recula vers la porte. « Vous ne comprenez pas. J'allais tout rendre. Ce n'était que temporaire. 8 ans ce n'est pas temporaire, » dit Harold avec tristesse. « C'est un choix de vie. » Daniel se leva et marcha jusqu'à se tenir face à Victor. L'homme qui quelques minutes plus tôt l'avait ridiculisé tremblait maintenant, la sueur coulant sur son visage rouge. « Tu m'as traité d'escroc, » dit Daniel doucement, chaque mot chargé de poids. « Tu m'as accusé d'être un criminel. Tu as voulu m'embarquer menotter. Et tout ce temps, c'était toi le voleur dans cette salle. »« Je suis désolé, » bégaya Victor. « Je ne savais pas qui tu étais. Si j'avais su. Si tu avais su que j'avais de l'argent, tu m'aurais traité différemment ?» Continua Daniel. « C'est exactement le problème. Tu ne m'as pas respecté parce que tu ne pensais pas que je le méritais. Tu as jugé mes vêtements, mon âge, ma couleur. Tu n'as jamais considéré que je pouvais être exactement qui je disais être. » Harold s'approcha et posa la main sur l'épaule de Daniel. « Ton grand-père serait très fier de toi. » Daniel sentit ses yeux brûler, mais cligna rapidement pour retenir ses larmes. « Pas ici. Pas maintenant. La proposition inclut une dernière clause, » dit-il, retournant à la table. « Un vote. Le Conseil décide maintenant s'il accepte tous les changements proposés, y compris l'audit complet et la destitution des membres impliqués dans des activités illégales,
ou s'il préfère que j'exerce mon droit d'achat forcé des autres parts. Tu achèterais le club entier? Demanda Thomas, incrédule. Si nécessaire, confirma Daniel. Et alors je le reconstruirais comme mon grand-père l'avait toujours voulu. Un endroit véritablement ouvert à tous. Victor laissa échapper un rire hystérique. Tu vas échouer. Un gamin de 16 ans essayant de gérer un club de campagne? Tu vas couler en 6 mois. Peut-être, admit Daniel. Mais au moins, j'échouerai en essayant de faire ce qui est juste. Toi, tu as échoué en volant. Harold commença à applaudir lentement. Les autres membres du conseil, ceux qui étaient restés honnêtes pendant toutes ces années, se joignirent à lui. Ce n'était pas une ovation, mais une reconnaissance. Nous allons voter, annonça Harold. Tous ceux qui sont favorables à la proposition complète de Daniel Carter, incluant toutes les réformes et enquêtes, levez la main. Une par une, les mains se levèrent. D'abord Harold, puis Thomas, puis les membres plus jeunes. À la fin, seul Victor resta les mains baissées, seul dans sa défaite. Motion adoptée, déclara Harold officiellement. Victor Ashford, vous êtes destitué de votre poste au conseil, avec effet immédiat. Et Daniel James Carter, soyez officiellement le bienvenu au Lakewood Country Club. 3 mois plus tard, Daniel se tenait debout dans la même salle de réunion, mais tout semblait différent. Les lourds rideaux avaient été remplacés par des stores modernes qui laissaient la lumière naturelle inonder l'espace. Les murs, autrefois décorés de photos exclusives de membres blancs, présentaient maintenant une galerie diverse racontant la véritable histoire du club, y compris des photos de son grand-père James construisant le parcours de golf de ses propres mains. L'audit complet avait révélé encore plus que ce que Daniel avait prévu. Victor n'agissait pas seul. 2 autres membres du conseil étaient impliqués dans le détournement de fonds. Tous furent poursuivis pénalement. Victor Ashford fut condamné à 5 ans de prison et contraint de rembourser toutes les sommes volées, en plus de lourdes amendes. Sa réputation, bâtie sur des décennies de mensonges, s'effondra en quelques semaines. Les sociétés fictives qu'il avait créées furent démantelées. Des enquêtes supplémentaires révélèrent que Victor participait également à des schémas de discrimination systématique, rejetant des candidats qualifiés uniquement en raison de leur race ou religion. Des documents internes montraient des emails explicites où il instruisait l'équipe administrative à inventer des excuses pour refuser des membres qui ne correspondaient pas au profil qu'il jugeait approprié. Daniel regardait par la fenêtre pendant que des enfants de différentes origines couraient sur le parcours de golf. Le programme de bourse avait commencé il y a 2 mois et transformait déjà des vies. 15 jeunes de communautés défavorisées avaient désormais accès à des cours de golf, de natation et de tennis, entièrement gratuits. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Ton grand-père serait radieux. Harold apparut à côté de lui, appuyé sur sa canne. James a toujours rêvé de voir des enfants de toutes les couleurs jouer ensemble ici. Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons réussi, admit Daniel. Il y a eu des moments où j'ai cru que tout s'effondrerait. Mais tu n'as pas abandonné, Harold sourit. Même quand Victor a essayé de te poursuivre pour diffamation. Même quand certains anciens membres ont annulé leurs cotisations par protestation. Tu as tenu bon. Daniel pensa à ces jours difficiles. Les semaines qui suivirent la réunion initiale furent brutales. Victor engagea des avocats très chers et tenta de tout inverser, affirmant qu'un mineur ne pouvait pas prendre de décision corporative. Le procès fut rapidement classé après que les juges eurent examiné les documents du testament et les preuves de fraude. Mais le dommage social était réel. Des membres conservateurs du club organisèrent des manifestations. Certains menacèrent de créer un nouveau club, exclusif. Des articles négatifs parurent dans les journaux locaux, qualifiant Daniel de radical et l'accusant de détruire les traditions. La grand-mère de Daniel avait lu chaque article, chaque commentaire malveillant, et n'avait fait que secouer la tête. Ton grand-père a affronté pire, disait-elle. Et il n'a jamais baissé sa garde. Toi non plus, tu ne la baisseras pas. Et Daniel ne la baissa pas. Avec l'aide de Harold et des membres honnêtes du conseil, il mit en œuvre chaque changement proposé. Le club subit une réforme complète. Les installations anciennes furent modernisées. De nouveaux programmes furent créés. L'équipe administrative fut totalement restructurée, avec des recrutements basés sur le mérite réel et non sur des liens familiaux. Le plus surprenant fut qu'après la période initiale de résistance, le club commença à prospérer. De nouveaux membres s'inscrivirent, attirés par la transparence et les valeurs renouvelées. Des familles historiquement exclues apportèrent enthousiasme et perspectives nouvelles. Les revenus augmentèrent pour la première fois depuis des années. Thomas Bradford, qui avait initialement été impliqué dans les plans de restructuration frauduleuse, se racheta. Il avoua tout ce qu'il savait, coopéra entièrement avec les enquêtes et présenta des excuses publiques. Daniel, après mûre réflexion,
décida de lui donner une seconde chance sous une supervision stricte. Thomas dirigeait désormais le comité de transparence financière, dédié à garantir qu'aucun centime ne soit de nouveau détourné. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit Daniel à Harold, d'une mère dont le fils fait partie du programme de bourse. Elle a écrit 3 pages sur la façon dont sa vie a changé. Elle disait qu'il rentrait chez lui en souriant pour la première fois depuis des années. Harold essuya discrètement une larme. C'est ce que voulait ton grand-père. Il ne s'agissait pas d'argent ou de prestige. Il s'agissait de créer des opportunités. Daniel ouvrit son sac à dos et en sortit un vieux carnet à couverture en cuir usé. C'était le journal que sa grand-mère avait gardé pendant des années, écrit de la main même de James Carter. J'ai trouvé une entrée intéressante hier soir. Daniel l'ouvrit à une page marquée. Mon grand-père l'avait écrite en 1987, lorsque le club avait 25 ans. Il lut à voix haute. Un jour, des hommes tenteront de déformer ce que nous avons construit ici. Ils essaieront de transformer cet endroit en un symbole d'exclusion. Lorsque ce jour arrivera, je fais confiance à mes descendants pour avoir le courage de lutter. Pas avec colère, mais avec vérité. Pas avec vengeance, mais avec justice. Le vrai pouvoir ne réside pas à garder les gens dehors. Il réside à ouvrir des portes que d'autres ont juré de garder fermées. Harold hocha lentement la tête. Il savait. Il a toujours su. Tu sais ce qui me frappe le plus ? Daniel referma le carnet. Il a tout préparé. Le fonds fiduciaire, les clauses légales, les documents conservés dans 3 bureaux différents. Il a transformé sa fortune en un piège parfait pour quiconque tenterait de trahir ses principes. James était un stratège né, acquiesça Harold. Mais il était aussi profondément humain. Il comprenait que les systèmes ne changent que lorsque des conséquences réelles frappent ceux qui les corrompent. Daniel regarda autour de la salle rénovée. Dans quelques heures, il y aurait une cérémonie spéciale. Des dizaines de nouvelles familles seraient officiellement accueillies comme membres du club. Des caméras de presse seraient présentes. Ce serait un moment historique. Mais avant cela, Daniel avait quelque chose d'important à faire. Il quitta le club et marcha jusqu'au parking. Sa voiture n'était rien de luxueux, juste une berline d'occasion que sa grand-mère avait achetée à un voisin. Daniel pouvait acheter n'importe quelle voiture maintenant, mais il choisit de rester simple. La richesse n'a pas besoin de publicité, comme son grand-père le disait toujours. 30 minutes plus tard, il était devant la maison modeste où il avait grandi. Sa grand-mère était dans la cuisine, préparant le dîner. L'odeur du poulet rôti envahit ses narines lorsqu'il ouvrit la porte. « Je pensais que tu serais resté tard au club », dit-elle sans se retourner, comme si elle avait des yeux dans le dos. « Je devais te voir. » Daniel s'assit à la table, au même endroit où il avait passé d'innombrables soirées à étudier. Sa grand-mère se tourna enfin, essuyant ses mains sur son tablier. Elle avait 72 ans, des cheveux entièrement blancs et des yeux qui semblaient voir à travers les gens. « Il s'est passé quelque chose ? » ?»« Non. Rien de mauvais, » sourit Daniel. « J'ai juste réalisé que je ne t'avais jamais vraiment remercié. Pour tout. Pour m'avoir élevé seul. Pour avoir gardé les secrets de grand-père jusqu'au bon moment. Pour m'avoir préparé pour ce jour au conseil. » Elle s'assit sur la chaise à côté de lui, prenant ses mains. « Ton grand-père m'a fait promettre de t'élever en te faisant connaître les 2 côtés de la vie. Celui qui a de l'argent et celui qui n'en a pas. Il ne voulait pas d'un héritier gâté. Il voulait quelqu'un qui comprenne la vraie valeur des choses. Il a réussi. » Daniel serra ses mains. « Je comprends maintenant. Quand Victor m'a regardé avec mépris, quand il m'a traité d'escroc, j'ai ressenti ce que des millions de personnes ressentent chaque jour. Et cela a tout changé pour moi. » Sa grand-mère sourit, fière. « Tu n'as pas combattu par vengeance. Tu as combattu pour la justice. C'est la différence. » Ils dînèrent ensemble, parlant des projets futurs pour le club, des études de Daniel et des souvenirs de James Carter. Lorsque la nuit tomba, Daniel regarda par la fenêtre de la cuisine les étoiles commencer à apparaître. Quelque part dehors, Victor Ashford était dans une cellule de prison, récoltant les conséquences d'années de malhonnêteté. Sa fortune avait été confisquée. Sa famille l'avait abandonné. Son nom était devenu synonyme de corruption. Daniel ne ressentait pas de joie pour cela. Juste une tranquillité triste face à une vie gaspillée dans la quête du pouvoir par des moyens incorrects. La vérité a une drôle de manière de se montrer, disait son grand-père. Et quand elle apparaît, elle ne demande pas la permission. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation aide beaucoup et encourage à créer davantage d'histoires qui font réfléchir. Combien de fois avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence? Combien de fois la vérité était-elle juste devant vous, mais vous ne vouliez pas la voir parce qu'elle ne correspondait pas à vos attentes?
L'histoire de Daniel nous rappelle que la dignité ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. La vérité reste vérité, même lorsque personne n'y croit. Et à la fin, ce n'est pas l'argent qui définit qui nous sommes, mais les choix que nous faisons lorsque nous avons le pouvoir de changer les choses.